Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bienvenue au podcast Élévaction. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On a un invité qui est très spécial pour moi et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Certains le connaissent déjà grâce au Club d'investisseurs immobiliers du Québec où ce qui a accompagné des milliers et des milliers de personnes à avoir un mindset incroyable pour atteindre des objectifs. Un homme qui a écrit 15 livres. J'en ai 3 ici, tels que Viser l'excellence, Le focus, Attiser le feu sacré en vous, écrit avec Jacques Lépine et plusieurs autres livres. Plus de 10 000 conférences, telles que 200 par année, parfois plus, parfois moins. C'est super inspirant. Tu as fêté ton 80e anniversaire samedi dernier. Donc, ce mois-ci, tu fêtes tes 80 ans. Ray, c'est un honneur de t'avoir avec nous sur le podcast. L'honneur est partagé. Très honoré d'être ici avec vous autres. Moi, je suis ouvert à vos questions, je suis ouvert à vos commentaires. Évidemment, j'aimerais ça que ça ne soit pas un monologue, là. Évidemment, vous avez l'âge pour être mes petites filles, là, tu sais. Moi, j'ai un petit-fils qui a 32 ans, là. Et évidemment, j'ai une petite fille qui a 9 mois aussi, là. J'ai 3 arrière-petits-enfants. Alors, il y a un gros gap de génération, mais je suis très, très honoré de pouvoir partager avec vous autres humblement l'expérience que j'ai vécue depuis les 60 dernières années où j'ai découvert le livre Réfléchissez, devenir riche à 19 ans aux États-Unis. Ouais. Ouais. Moi, une des premières choses que je t'ai entendu dire lorsque j'ai suivi ma formation pour investir en immobilier, c'était que c'est 80% mindset et 20% technique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pourquoi que ça serait 80% mindset dans un objectif qu'on aimerait atteindre? Bien, évidemment, je donne mon opinion, hein. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Dans une carrière au complet, parce que, vous savez, souvent, un objectif, on voudrait que ça soit un sprint, là, que ça se réalise demain matin. Mais dans une carrière au complet, dans une vie au complet, ben, peu importe les objectifs qu'on a, moi, j'appelle ça un GPS maintenant, là, vous avez une quantité d'impondérables de mille et une façons. Exemple, tout récemment, on vient de vivre la COVID. Malheureusement, pour beaucoup de jeunes dans le monde de la restauration et tous les produits collatéraux, ben, ces gens-là ont vécu de nombreuses faillites financières, ce qui les amène souvent à des faillites personnelles, à la maladie, au divorce, où ils perdent tout financièrement. Puis on sait maintenant qu'avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, vous avez vu ça pitonner, puis on peut juste voir tout de suite, immédiatement, celui qui a fait faillite. Là. Tu comprends? Il y en a des gens qui ne se relèveront pas, puis il y en a qui vont se relever. C'est là le 80 ceux qui vont se relever. Facile à dire, à faire ces deux. Là, on est dans la période des intérêts. Les intérêts ont augmenté d'une façon dramatique dans le monde de l'immobilier, entre autres. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent des larmes de sang. Il y en a qui ne sont pas sûrs de passer à travers. Il y a des gens que je coach qui ne sont pas sûrs de passer à travers. Puis finalement, avec leur acharnement, ben, ils sont en train de passer à travers. Ça, c'est là le 80 où on va parler, vous allez avoir la perte d'un être cher, vous allez avoir un accident, vous allez avoir un divorce, vous allez avoir un problème de santé. C'est là que le mindset fait la différence. On a beau, vous savez, tout le monde en général sait compter. Moi, je sais compter. Tu sais compter. Émilie, tu sais compter. Mais durant ta carrière, où il y a des hauts et des bas, c'est le mindset qui fait la différence. Et ce qui est très difficile à comprendre ou à accepter, puis je vais parler pour moi parce que ça a pris des années avant que je comprenne des choses, c'est que le mindset est une forme d'hygiène émotive. Si tu viens dans le club immobilier, le premier cours, je dis, vous allez avoir 2 gestions à faire. La première gestion, c'est le plus facile. C'est la gestion économique. Tout le monde sait compter, 2 plus 2 font 4. Mais quand il va venir le temps de gérer vos émotions, vos rejets,
c'est là, que ça joue le 80 C'est là que ça joue. Vous savez, on est tous ici pour réussir nos vies, réussir dans la vie. On sait que 80 des gens qui gagnent des gros montants à la loterie, 5 ans plus tard, ils n'ont plus. C'est des fiascos, ils ont fait faillite. J'ai coaché un gars, là, à peu près 10 ans, qui est devenu un ami avec les années, qui avait gagné 2 millions à la loterie. Vous savez, gagner 2 millions net, là, pas d'impôt à payer, là, c'est quelque chose. Et 3 ans plus tard, il est en faillite, il voulait se suicider. C'est pas parce que ça n'avait pas compté, là. C'est pas parce qu'il n'était pas courageux ou intègre ou honnête ou travaillant ou n'importe quoi. Et c'est là que rentre la gestion des émotions. Vous savez, 2 millions, tu ne peux pas vivre en millionnaire. Impossible. OK? Sans ça, tu l'auras plus ton 2 millions. Tu vas le perdre. Alors, évidemment, il y a le facteur éducation aussi. Vous savez, la façon que nos parents nous ont élevés, la façon qu'on a été éduqués. Ce n'est pas une question de diplôme universitaire non plus. Il y a des gens qui sont très, très instruits d'une façon universitaire, puis ils ont de la misère à gérer leurs émotions. Dans le 80 aussi, c'est savoir ce qu'on a de besoin. Qu'est-ce que j'ai de besoin en tant qu'homme et en tant que femme? Vous savez, on est en 2024, les couples vont s'unir ensemble. 5 ans plus tard, là, ils sont séparés. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, on ne peut pas blâmer l'argent nécessairement, on ne peut pas blâmer le sexe nécessairement, on ne peut pas blâmer la religion. C'est la communication. C'est qu'on on s'embarque dans une relation les yeux fermés. Je donne l'exemple qui est dépassé aujourd'hui, mais qui est quand même très visuel. Dans les premières années, je faisais des conférences. Il y a un curé qui fait une émission de télévision avec moi à Québec. Il dit, moi, Ray, je donne des cours de préparation au mariage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, il dit, monsieur le curé, vous ne voulez pas avoir mon opinion, vous ne l'aimerez pas. Il dit, j'y tiens vraiment. Il dit, monsieur le curé, il dit, vous êtes un aveugle qui conduit un autre aveugle dans des champs de mine. Vous allez exploser les deux. Mais il dit, comment ça? Ben, il dit, monsieur le curé, vous n'avez jamais vécu avec une femme. Vous ne savez même pas c'est quoi avoir un enfant. Puis là, vous voulez donner des cours de préparation au mariage. Vous êtes dans le champ à 100 Oui, mais j'entends beaucoup de confessions. Ben oui, mais il dit, ça, c'est un rêve érotique, monsieur le curé. Il dit, c'est pas la réalité, ça. Vivre avec une femme, c'est une chose. Vivre avec un homme, c'est une chose. Avoir des enfants, c'est une autre chose. En avoir 2, 3, 4, c'est une autre chose. Le mariage, c'est pas juste une question sexuelle de deux, trois soirs. C'est une vie complète. Alors, évidemment, il n'a pas aimé ma réponse. Alors, c'est pour ça que je pense avec beaucoup d'humilité que on est très mal préparé, très mal, académiquement, on l'est préparé, mais on est très mal préparé émotivement à gérer les changements, les adaptations. Et on est des êtres hormonaux. Et on sait maintenant qu'en neurosciences, on comprend qu'il n'y a pas deux hommes, il n'y a pas deux femmes qui génèrent la même quantité d'hormones. Alors, on performe avec nos hormones aussi, autant physique que mental. Alors, c'est une science maintenant, le développement personnel. C'est pas juste dire ah, go, 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 let's go, on est capable. Non, 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 regarde. T'as beau avoir tout le cœur au monde, tu ne joueras jamais au basketball dans la Ligue nationale, tu mesures 5 pieds 2, là. Oublie ça, là. Oublie ça. T'es mieux de mesurer 7 pieds. Ça va être facile. Pas encore là, il faut que tu t'entraînes. Alors, le mindset, tu sais, tu es professeur de yoga, Maud. Tu ne peux pas dire, moi, je suis professeur de yoga, puis tu t'entraînes une fois par mois. Oublie ça. Donc, c'est une philosophie, c'est une hygiène de vie, c'est un engagement tous les jours. Et tu ne peux pas enseigner ce que tu ne pratiques pas. Ou tu peux... Tu sais, moi, je vais dire à mes enfants, je dis, écoutez, faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je vous dis, parce que les erreurs que j'ai faites, vous n'êtes pas obligé de les faire. T'sais? Alors moi, j'ai fait des erreurs, c'est pour ça qu'on dit la sagesse des gens âgés, pas parce qu'ils sont âgés qu'ils sont sages, parce qu'ils ont eu des coups durs toute leur seigneur de vie. T'sais? On a reçu des coups dans le fond de culotte toute notre vie, des tapes sur la tête, puis on s'est enfargé, puis on s'est relevé. La sagesse, c'est la somme totalité des coups durs et des obstacles qu'on a surmontés. C'est ça la sagesse. Mais ça vient avec l'âge, là. Tu ne peux pas avoir à 20 ans la sagesse d'un homme ou d'une femme de 60 ans ou de 70 qui s'est toujours relevé de la COVID, qui s'est relevé de la maladie, qui s'est relevé d'un divorce, qui s'est relevé d'une faillite, qui s'est relevé de...
de la perte d'un être cher, tu sais, je veux dire. Et encore là, ça ne veut pas dire parce que tu vis ça que tu te relèves. Puis il vient un certain moment, il faut t'arrêter de mettre la faute sur tout le monde aussi. La faute sur le gouvernement, la faute sur ses parents, la faute sur la femme, la faute sur le mari, la faute sur l'enfant, la faute sur ses partenaires. Il faut s'assumer après un bout de temps. C'est pour ça que Jack Canfield dit le premier des phénomènes, c'est es-tu à 100% responsable de ta propre vie? Facile à dire, à faire ces deux, évidemment. C'est sûr que dans mon cheminement, si je regarde mon cheminement à moi, qu'est-ce qui m'a amené à mon développement personnel, c'est sûr que je viens d'une génération qui n'est pas la vôtre. Avec respect, la génération où moi j'avais un poêle à bois, on avait une glacière, pas de frigère, pas de laveuse, pas de sécheuse, pas de laveuse à vaisselle, pas d'air conditionné. Mon père dans l'armée, ma mère qui a 19 ans, on vivait chez les grands-parents qui étaient financièrement pauvres, mais riches d'amour, à la rue Lacordaire à Montréal. Alors moi, je suis venu au monde en pensant que j'étais venu au monde pauvre financièrement, mais en réalité, je suis venu au monde riche. On avait se manquer d'argent. Alors, puis on a dû s'adapter à toute l'évolution, que ce soit l'automobile, que ce soit la téléphonie, l'Internet maintenant, c'est rendu l'intelligence artificielle. Puis encore aujourd'hui, même si j'ai 80, je suis fasciné par cette évolution-là. Ça me fascine, ça me passionne, ça m'excite. J'ai ChatGPT, je vais voir là-dessus. Là, l'intelligence s'en vient. Je m'intéresse à la crypto-monnaie, je m'intéresse à tout ce qui est intelligence artificielle. Évidemment, c'est toutes des choses qui évoluent à une rapidité vertigineuse. On a passé de la période du cheval à la vitesse du son à l'espace de 100 ans. Alors, c'est toute une adaptation pour nous autres. Mais il en demeure pas moins que on a beaucoup d'espoir parce que moi, je me souviens, nos parents, nos grands-parents disaient ah, les jeunes, ils vont faire quoi dans la vie? On est inquiet pour eux autres. Ben, soyez pas inquiets, regardez, on a inventé l'avion à haute vitesse. On a inventé les vaccins, on a inventé tout ça. Puis vous autres, je ne suis pas inquiet, vous allez inventer d'autres choses. Vous avez inventé l'intelligence artificielle, vous avez inventé les téléphones cellulaires, les portables et tout ça. Alors, vous allez toujours trouver quelque chose à améliorer. Oui, il y en a qui vont s'en sortir, il y en a qui s'en sortiront pas. Mais si on regarde juste le pire, on est découragé. Puis si on regarde le mieux, on est découragé aussi. L'idée là-dedans, c'est de faire de son mieux tous les jours. Alors, mais je vais me répéter en vous disant que c'est redondant le développement personnel. C'est redondant la pensée positive. L'hygiène corporelle, c'est redondant. L'hygiène buccale, c'est redondant. Le yoga, c'est redondant. Mais si on y trouve une évolution à chaque jour, ce qui m'a fasciné dans les dernières années en étudiant les hommes et les femmes à succès, je cite souvent des exemples que tout le monde connaît parce que vous avez ça à titre de référence. Mark Phelps, qui est un des plus grands médaillés d'or olympiques, avait un coach. Puis évidemment, les plus grands ont des coachs. Mais pas juste un coach, plusieurs coachs. Et le coach numéro 1 de Mark Phelps, et on s'imagine que c'est nous autres qui choisissons notre coach. C'est pas vrai. C'est le coach qui choisit son coaching. Et le coach de Mark Phelps il dit voici pourquoi moi je vais te choisir comme élève. Parce que c'est pas toi qui vas me choisir. C'est moi qui vais te choisir. Et je vais te poser des questions. Pourquoi tu veux que je devienne ton coach? Est-ce que tu veux que je devienne ton coach pour que tu gagnes une médaille d'or? Okay? Parce que si tu veux que je devienne ton coach pour gagner une médaille d'or, je ne te prendrai pas comme coach. Je ne te prendrai pas comme coach. La seule raison pourquoi je vais te prendre comme coach, si tu veux t'améliorer légèrement à tous les jours, et à chaque jour, je vais te prendre comme coach. Et éventuellement, potentiellement, tu vas gagner une médaille d'or. Mais si tu es là juste pour la médaille d'or, je ne te prendrai pas parce qu'à tous les jours, tu ne voudras pas t'améliorer. Parce que ceux qui gagnent les médailles d'or, c'est des hommes et des femmes qui veulent s'améliorer à tous les jours. Et s'améliorer à tous les jours, on ne parle pas de 50 ou 75 ou 100 on parle d'un demi de 1 un tiers de 1 Vous savez, vous vous améliorez à tous les jours à un tiers de 1 au bout d'un an, c'est 100 vous allez vous entraîner pendant 4 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Disons,
On va parler des Olympiques pendant 5 ans, pendant 10 ans, puis vous allez courir quelques secondes pour gagner une médaille d'or. Vous allez avoir 10 ans d'entraînement pour courir 15 secondes, pour courir 10 secondes, pour courir 1 minute, pour courir 5 minutes. Les gens ne réalisent pas cet effort-là, que Mark Phelps s'est entraîné 7 jours par semaine pendant 7 ans avant de gagner les médailles d'or. Alors, il y a beaucoup de gens, puis moi le premier, remarquez bien, là, j'accuse mon humilité là-dessus, mon ignorance, là. Il y a beaucoup de gens qui ont des esprits millionnaires, qui veulent devenir millionnaires, qui veulent des succès retentissants. Et ça, c'est un fantasme dans mon livre à moi aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas devenir millionnaire ou multimillionnaire sans une discipline militaire. Et moi, j'ai compris ça. Tu ne peux pas être une maître yogini sans une discipline militaire. Il faut que tu t'entraînes à tous les jours. Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Au niveau hormonal pour les femmes, au niveau hormonal pour les hommes, ça paraît un petit peu moins pour les hommes, mais on est dans nos hormones aussi, là. Alors, c'est-à-dire que ça nous prend une discipline militaire. Et si on n'a pas cette discipline militaire, avoir un esprit millionnaire est un fantasme. C'est une déception. Et c'était long avant que je comprenne ça, moi. Très, très, très long. C'est sûr que l'enclenchement de mon mindset vient de réfléchir de devenir riche de Napoléon Hill, mais vient aussi de la puissance du subconscient du docteur Joseph Murphy. Puis, évidemment, on a la maturité qu'on a à l'âge qu'on a, selon l'éducation qu'on a eue. Moi, je viens d'un milieu religieux où j'ai passé 5 ans de ma vie pensionnaire à un séminaire enseigné par des prêtres, avec une mère qui était omnibulée par la religion. Alors, avec une mère d'amour, oui, mais complètement, là, si vous voulez, omnibulée par la philosophie religieuse, comme les prêtres, parce qu'eux autres possédaient la vérité. Mais moi, c'était pas ma vérité. C'est pas ça que je cherchais. Alors, dans ma nature, à moi, je suis un rebelle qui cherchait la liberté. La liberté de penser. La liberté d'être ce que je voulais. Alors, puis, en revenant de l'époque où on n'avait pas le droit de penser comme on voulait, il fallait aller à la messe à tous les jours, à tous les dimanches pour être sûr d'aller au ciel. Il fallait aller se confesser pour être sûr d'avoir des bonnes notes, tu sais, à part du reste. Alors, pour moi, la liberté, c'est important. Une mère qui choisissait tes blondes quand tu avais 18 ans, on n'avait pas le même goût, vous comprenez? Alors, où il fallait se marier pour avoir du sexe, tu sais, je veux dire, c'était pas mon rêve non plus. Alors, toutes des affaires, on vient de là, nous autres. Alors, pour moi, la liberté, c'est important. Alors, ce que j'ai fait, je me suis exilé aux États-Unis à l'âge de 19 ans, en parlant pas l'anglais, en n'ayant jamais pris l'avion de ma vie, grâce à la complicité de mon père. Ma mère n'était même pas au courant. Pour couper ces cordons-là de religieux avec pour qui j'ai du respect aujourd'hui, oui. Couper ce cordon maternel de dictature, d'amour, hein, je dis bien d'amour parce que ma mère était une femme d'amour extraordinaire. Elle a donné sa vie pour nous autres. Alors, puis je me suis exilé aux États-Unis pour étudier la chiropratique qui était déjà marginale parce que c'était même pas légal au Québec. Alors, puis évidemment, c'est comme un oiseau qui sort de sa cage, là. Tu vas voler partout, là, jusqu'à temps que tu trouves jusqu'à temps que tu trouves ton fil où tu peux te déposer. Avant que tu le trouves, ça prend un certain moment, tu te frappes un peu partout. Alors, dans mon cheminement personnel, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours voulu comprendre. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec la neuroscience, on sait pourquoi ça marche. Si vous allez, par exemple, sur l'Internet, allez voir le docteur Huberman, qui est un grand spécialiste qui étudie la neuroscience avec des sommités comme David Goggins, comme Chris Voss ou d'autres personnages, où on s'aperçoit que le mindset en neurologie change le cerveau. Notre cerveau, il change. Vous savez, un professeur de yoga n'a pas la même musculature qu'une leveuse de poids, que quelqu'un qui fait des arts martiaux, que quelqu'un qui joue au hockey. Sa musculature est différente parce que son choix est différent. C'est la même chose au niveau du mental. Et avec tout le respect,
Tu peux pas avoir le mental d'un fonctionnaire puis être en affaires parce que un homme ou une femme d'affaires dépense 7 fois plus d'énergie que monsieur et madame tout le monde, on le sait maintenant. Puis c'est 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Alors, tu peux pas dire je débranche. C'est ainsi, j'étudie évidemment la physique quantique depuis plusieurs années, mais je suis en train d'étudier la philosophie de Ray Dalio. Ray Dalio, que tout le monde connaît évidemment, Anthony Robbins. Ray Dalio, qui est le mentor de Tony Robbins au niveau financier. Et il a pris sa retraite, évidemment. Il a fondé Bridgewater avec un portefeuille de 130 milliards à gérer. Il s'est retiré avec 15 milliards net dans ses poches. Et il parle de ses principes. Et il parle que pendant des années, il a travaillé de 80 à 100 heures par semaine. Pas tout le monde veut faire ça. C'est pas toutes les femmes qui veulent faire ça. C'est pas tous les enfants qui sont prêts à faire ça aussi. Là. Et lui, il dit la chose suivante, puis c'est dans son livre, au tout début de son livre, je ne l'ai pas ici, là, j'aurais dû sortir, Ray Dalio. Lui, il dit que ce qui l'a sauvé mentalement, c'est la méditation. Lui, il s'est laissé inspirer par les Beatles, qui, eux, ont été inspirés par la femme de George Harrison, la femme d'un des Beatles, où ils ont appris la méditation transcendantale. Lui, il dit c'est ça qui l'a sauvé mentalement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de haute performance qui finissent très mal dans la vie. Leur méga succès planétaire, leur méga succès financier. Il y en a qui sont dotés physiologiquement d'une beauté rare, autant chez les hommes, chez les femmes. Alors, c'est la boisson, c'est les femmes, c'est la drogue. Et le succès devient pour eux un drame d'horreur. Parce que plus tu es fort, plus tu as besoin de contrôler ta force. Plus tu es charismatique, plus tu as besoin de contrôler ton charisme. Plus tu as le pouvoir de conviction, plus tu as besoin de contrôler ce pouvoir-là pour ne pas écraser les gens qui ont le moins de pouvoir que toi. On est tous, moi le premier, à vouloir ce qu'il y a de mieux, à vouloir être applaudi, à vouloir être aimé, hein, moi le premier. Et puis souvent, on prend des décisions qui sont basées sur notre ego, sur notre performance. Évidemment, je parle d'âge, là. Puis je parle de génération. Vous savez, la société en général, dans le 20 va évaluer la performance d'un homme et d'une femme dans le monde des affaires ou dans le monde du développement personnel en fonction des argents qu'ils gagnent, ou des voitures qu'ils possèdent, ou des maisons qu'ils possèdent, les voyages qu'ils possèdent, les vêtements qu'ils possèdent. Tout ça. Moi, le premier, j'ai tombé là-dedans. Je me souviens, les premières années, il y avait une philosophie américaine qui disait plus tu t'endettes, plus tu as des raisons de te lever le matin. Tu sais, moi, j'ai acheté ça. Là, tu sais, là. C'était pas vraiment la bonne chose à acheter. Et aujourd'hui, en immobilier, c'est le contraire. Plus tu t'endettes en immobilier d'une façon intelligente, plus tu es riche. Ça, je n'avais pas compris ça non plus. C'était très long, mais je comprends. Jean Tépine a compris ça avant moi. Mais je pense aussi que on a chacun notre mission et notre mission a des responsabilités et des conséquences. Moi, je fais beaucoup de coaching, puis il y a quelqu'un qui communique avec moi et dit Ray, je ne sais pas s'il me reste encore du temps pour un coaching avec le club immobilier, tu sais. Fait que j'ai dit, regarde, qu'il te reste du temps ou pas, si tu as besoin que je te coach, je vais te coacher pareil, ce n'est même pas une question d'argent. C'est pas parce que j'ai pas besoin d'argent, là. C'est pas parce que j'ai pas besoin d'argent quand je vais faire mon épicerie ou je mets du gaz dans ma voiture. Mais moi, j'ai pris la décision que je ne refuserai jamais quelqu'un pour une question d'argent. Jamais dans ma vie. Même quand j'étais chiropraticien. C'est sûr que j'ai été élevé dans une philosophie de missionnaire. Parce qu'à l'époque, les missionnaires, c'était dans les familles, les familles qui avaient un curé ou une religieuse ou un religieux, une famille qui était bénie par la religion. Puis quand tu avais un missionnaire, c'était encore plus. Fait que, tu sais, quand tu veux être aimé, puis tu veux être reconnu, ben, tu t'arranges pour trouver des professions qui te reconnaissent. Alors moi, je voulais être un missionnaire, je voulais rendre service, je voulais inspirer les gens, pour ça, je voulais devenir un curé. Et quand mon taux de testostérone a changé, je savais que je ne ferais pas un bon curé. C'est sûr que non. Alors, avec 6 enfants, 14 petits-enfants, 3 arrières,
Il n'y a pas grand curé qui ont ça. Au moins, s'ils l'ont, c'est pas connu. Il aurait fallu que je devienne un curé aux États-Unis. Là, ça aurait été correct, là. Parce que les curés aux États-Unis, ils avaient le droit de se marier, tu sais. Mais au Québec, pas le droit. Alors, dans ce développement-là personnel, pour moi, c'était rendre service en premier plutôt que juste faire de l'argent, même si j'aimais ça faire de l'argent. Et ce qui était long aussi à comprendre pour moi dans le livre Réfléchissez, devenir riche, c'est que Napoléon Hill, qui a étudié pendant 25 ans, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes, dit que le vrai succès pour ces gens-là, c'est la qualité du service qu'ils rendent avant de penser à faire de l'argent. Pour moi, dans ma maturité, c'était long avant que je comprenne. Alors aujourd'hui, quand je me lève le matin ou je vais céduler un cours que je vais donner, la première question que je me pose maintenant, est-ce que je le fais vraiment pour rendre service? Et après ça, je vais charger combien? Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de suivre mon cours, qui n'a pas d'argent pour le payer, je vais l'accepter pareil. Alors, je me suis placé dans une position très humble où que j'ai 15 personnes dans mon cours, que j'en ai 20. C'est le même cours que je donne, puis il y a de la place. Il y a de la place pour 16, s'il y en a de la place pour 15, indépendamment de l'argent. Et je suis heureux comme ça. Ça me fait du bien d'être comme ça. Il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'avec les années, avec la maturité qu'on prend, les coups durs qu'on prend, on réalise que il y a certains auteurs qu'on apprend à connaître avec les années et l'expérience, comme le docteur David Hawkins. Alors, si vous prenez ça en note, le docteur David Hawkins, qui est un médecin de profession psychiatre, qui a vraiment travaillé à étudier la kinésiologie. Je ne sais pas si vous connaissez la kinésiologie. Et lui, le docteur Hawkins, évidemment, à travers sa carrière, au moins 50 ans minimum, dans ses recherches, a découvert la chose suivante. Il a découvert probablement que l'univers est très intelligent. Très intelligent. Une intelligence impersonnelle, mais très intelligente. Alors moi, je suis intelligent, toi, Émilie, tu es intelligente, toi, Maud, tu es intelligente. On a été conçus par des êtres intelligents, puis ces gens-là viennent de la Terre, viennent de l'univers. Alors, on ne peut pas être conçu par quelque chose qui n'est pas intelligent, c'était intelligent, tu sais, je veux dire. Alors lui, il a découvert que l'univers est intelligent, super intelligent. Et lui, il a découvert que dans une vie au complète, le succès global d'une vie, c'est de se poser la question, dans la décision que je prends, est-ce que ça va être bon pour l'univers? Si je ne suis pas capable de répondre que ça va être bon pour l'univers, je ne devrais pas prendre cette décision-là. Et si je dis oui, ça va être bon pour l'univers, est-ce que ça va être bon pour la Terre? Parce que la Terre est intelligente aussi. L'univers est intelligent, mais la Terre est intelligente. Est-ce que ça va être bon pour ceux que j'aime? Et ça va être bon pour moi? Alors moi, j'arrive en dernier. Mais en réalité, j'arrive en premier parce que si l'univers devient mon associé, conspire à mon succès, si je fais du bien à l'univers, l'univers va me faire du bien à moi. C'est tout à fait le contraire d'être égoïste. J'ai peur de manquer, donc il faut que j'écrème quelqu'un, il faut que je torde le boyau de quelqu'un, il faut que je saigne des roches. Alors, tout à fait le contraire. Alors je bouquais un cours à Québec là, au mois de juin, puis j'en ai un autre à Montréal, puis je me suis levé avec ça ce matin. Premièrement, est-ce que je le fais dans l'intention de rendre service? Est-ce que je suis convaincu que je vais rendre service? Et j'ai la certitude humblement que oui. OK, bon, je vais charger combien? Et il faut que je me place dans une position où je ne travaille pas pour payer ma salle ou payer mes frais fixes. Là, je vais devenir stressé. Fait que là, je vais travailler en fonction du monde, non pas en fonction du service. Alors il faut, pour couvrir mes dépenses, ça me prend 15 personnes, mettons. Là, je suis stressé. S'il y en a 10, je suis stressé. Alors, je me suis placé dans une position où je n'ai pas de frais fixes, où les frais fixes sont tellement moindres que j'ai aucun stress. Alors, je rends vraiment service. Donc, je ne travaille pas en fonction de payer des frais fixes. Je travaille en fonction de rendre service. Alors, puis il y a beaucoup de gens qui ont la misère à comprendre ça, puis c'est correct. Ça m'a pris 60 ans à comprendre. Fait que même ça vous prend quelques années, c'est tout à fait correct aussi. Alors, même mon propre fils de 28 ans, Tom, il a de la misère à comprendre ça.
J'ai dit, moi, il faut que je me place, Tom, dans une position où je ne suis pas stressé, que je ne travaille pas juste pour couvrir mes frais, que si je n'arrive pas à une quantité, je suis stressé à l'os, je vais travailler pour rien. Alors, évidemment, c'est le choix que j'ai fait. Moi, c'est la mission que j'ai choisi d'inspirer les gens à travers, évidemment, les lectures, les cours que j'ai suivis. C'est pour ça que c'est très important de donner des références pour moi, en disant, mais prenez pas ma parole, c'est ce que je pense, mais voici la référence. Voici la référence de Dr. David Hawkins, voici la référence de Tony Robbins, voici la référence de Ray Dalio, voici la référence de Jack Canfield. Allez voir, ce sont des hommes ou des femmes qui ont un certain cheminement, ont un certain vécu, et eux autres vivent sensiblement la même chose. Alors, même chose pour la gratitude, vous allez voir le livre Le Secret avec la femme qui l'a écrit, là, tu sais. Alors, pour moi, c'est important. Et, évidemment, je vais revenir en vous disant que c'est sûr qu'on vit dans un monde matérialiste. On vit dans un monde où tu vas chez Provigo, il faut que tu payes ta commande, même si tu leur dis merci, il faut que tu sortes ta carte pareille ou ton cash, là, tu sais. Mais, et évidemment, tu ne peux pas être dans l'immobilier et être un missionnaire. Il faut bien comprendre ça, là. Tu ne peux pas acheter un 6 logements et dire, ben, vous payerez votre loyer quand vous voudrez, là. Là, ça ne marche pas comme ça, là. Alors, il faut que tu fasses des choses différentes. Alors évidemment, je pense que pour un homme ou une femme qui veut faire de l'enseignement dans le développement personnel, je pense, c'est une opinion personnelle, qu'il faut avoir des sources de revenus qui ne dépendent pas juste de ça, pour être complètement libre et indépendant. À ma fête, tu étais là, Maud, puis j'apprécie ta présence. Puis Mathieu, Patrick Filiatro m'a fait un témoignage. J'ai dit au début, je payerais comme coach. J'ai dit après ça, c'est devenu mon chum, puis maintenant, il ne paye plus parce que c'est mon chum. Oui, j'ai dit, moi, oui, mais ce que tu ne sais pas, Patrick, c'est l'univers, ça change de me payer à ta place, fait que c'est correct pour moi, tu comprends? Mais en arriver à être dégagé de ça, de dire, ben garde, si tu as besoin et tu n'as pas l'argent, c'est correct. Mais si tu es capable de me payer, je suis bien content que tu me payes. Et ça, ça me permet de rendre service sans la SIC, mettons. Ça me permet de rendre service aussi en respectant mes convictions, que ça ne veut pas dire que parce que j'ai des convictions qu'elles sont vraies à 100%, elles sont vraies pour moi, ça ne veut pas dire qu'elles vont être vraies pour vous, comme principe. J'ai le grand privilège d'avoir 80, j'ai eu beaucoup d'aide dans ma vie. J'ai aidé beaucoup de gens, oui, mais j'ai eu tellement d'aide aussi dans ma vie, vous savez, de mille et une façons d'aide financière, de l'aide au niveau de ma santé, de l'aide au niveau de mes émotions, de l'aide. J'ai passé 2 mois à l'hôpital en 2020 pour un cancer. J'ai eu de l'aide. Écoutez, les infirmiers, les infirmières, les médecins, ma femme, mes enfants, mes amis ont tous été là pour moi. Alors, puis à tous les jours, j'étais plein de gratitude pour l'aide que j'avais. Puis l'infirmier, puis c'est pas sexy ce que je vais vous dire, mais l'infirmier qui me changeait ma couche, puis je lui disais merci, j'avais tellement de gratitude. Il dit, c'est mon travail, M. Vincent. Il dit, je le sais que c'est votre travail, mais je vous dis merci quand même pour le travail que vous faites pour moi, parce qu'il le faisait pour les autres, mais il le faisait pour moi. Alors, c'est-à-dire que euh, dans une vie complète, je crois que si tu fais les choses pour le bien de l'univers, qui est global, l'univers va être là pour toi quand ça va être le temps. Va être là pour toi quand ça va être le temps. On vient de vivre, ma famille et moi, mes amis et moi, une sorte de miracle qui n'a pas rapport avec l'argent, où pendant des années, des années, des années, on a visualisé à la Joe Dispenza avoir de la gratitude d'avance pour les choses qu'on voulait. Et les circonstances, d'une façon, comme Joe Dispenza dit, il faut que tu t'attendes à l'inévitable. Faut que tu t'attendes à l'inattendu. Excuse. Faut que tu t'attendes à l'inattendu. Parce que l'univers a des moyens que toi, tu ne penses même pas qu'ils existent. Et on a eu justement une manifestation depuis une semaine à un mois d'une façon inattendue qui a solutionné un problème émotif majeur dans nos vies familiales. Et on peut appeler ça un miracle.
Mais c'est exactement ce que Joe Dispenza enseigne aujourd'hui en neurosciences. Si tu demandes l'aide de l'univers ou de la physique quantique, on appelle ça ce que tu voudras, ou un être intelligent, plus intelligent que toi, il va t'apporter une solution inattendue que tu n'avais même pas pensé. Alors, c'est comme si l'univers conspire à te faire rencontrer des hommes et des femmes, des événements, des circonstances pour t'amener à vivre le résultat de tes projets. Et ça renforce énormément la foi. La foi, c'est la musculature de la spiritualité. Plus tu fais face à tes défis, plus ta foi se renforce. Alors, et ça l'a donné à moi, ma femme et d'autres membres de ma famille énormément de foi. On ne parle pas religion quand je parle de foi. Énormément de certitude dans la formule. C'est comme si on s'était entraîné pendant 50 ans là, à la pluie, au beau temps, au mauvais temps, puis on vient de gagner une médaille d'or. On parle pas je dirais pas qu'on a gagné une loterie, c'est pas ça. On n'a pas gagné de loterie encore, là. Mais la loterie est à tous les jours. On se lève le matin, on respire, puis on est sain d'esprit. Alors, pour nous autres, c'est une grande, grande manifestation. À un tel on se demande, est-ce que ça va durer? À un tel point que la manifestation est magnifique et extraordinaire. Est-ce que ça va durer? Et c'est un peu ça le développement personnel en disant, ben, c'est pas un sprint. Et ce que j'ai appris aussi à accepter, parce qu'on a toujours l'ego, hein, parce qu'on veut toujours performer à notre façon, c'est que les vieux sages disaient, lorsque l'élève est prêt, le maître vient. Si vous n'êtes pas prêt ou pas prête, on vous donnerait toute la nourriture possible et inimaginable, on vous donnerait des millions, on vous donnerait l'amour, la santé, et vous ne seriez pas en mesure de l'apprécier. Lorsque l'élève est prêt, le maître vient. Le maître, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être une personne qui rentre dans ta vie ou une personne que tu côtoies au restaurant qui t'amène inconsciemment une solution. Le maître, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Et évidemment, le mot maître est très péjoratif parce qu'il y a bien des gens de mes chums qui m'appellent maître. Je dis, moi, je ne suis pas ton maître, je suis ton chum. Tu sais, je veux dire, tu fais de ta vie ce que tu veux. Je m'appelle maître pareil parce que dans le monde des arts martiaux, on s'appelle sensei. Là. Sensei qui est un maître. Mais je ne suis pas ton maître. Là, tu sais, je suis ton chum, je suis ton ami, je suis ton complice, je suis ton frère, je suis ta soeur. Tu sais, bon. Et, et ça, c'est un facteur qui est important. De, de réaliser que on apprend tout le temps, 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 tout le temps. Moi, j'apprends encore. Et en prenant de l'âge, comme j'ai de l'âge, je réalise que, il me semble que j'aurais voulu tout savoir ça à 30 ans, mettons. Mais je n'étais pas prêt. J'ai eu le privilège d'avoir de grands maîtres, de grands guides, de grands conseillers, comme le docteur Joseph Murphy, que j'ai côtoyé dans les années 76-80. Et il me donnait des conseils et l'élève n'était pas prêt. L'élève n'était pas prêt. Alors, j'ai été le premier à en vivre. Là. Tu sais, là, l'élève n'était pas prêt. Alors, c'est pour ça que dans les enseignements que vous allez apporter respectueusement, il y a des élèves qui ne sont pas prêts à vos enseignements. Ce n'est pas vous autres le problème. Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami qui est vegan. Bon. Lui, là, c'est aucun produit laitier, rien. Vous savez ce que je veux dire, vegan? Là? Même si je suis milliardaire, puis je l'emmène au buffet le plus somptueux sur la planète, il y a de la nourriture à quantité industrielle, de la viande, du poisson. Lui, là, il n'en mangera pas de viande, je ne sais pas si vous comprenez. Même si c'est du bœuf japonais Wagyu, là, qui coûte une fortune. Lui, là, non. Alors, il n'est pas prêt pour ça, lui. Il ne veut pas ça. Ça n'est même pas une question d'argent. Alors, il y a des gens à qui vous allez offrir vos services qui veulent, mais ne sont pas prêts. Tu sais, on la vieille expression, tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas boire à sa place. Tu ne peux pas fouetter un cheval mort non plus. Là, alors, je pense que c'est le cheminement du coach, hommes et femmes, où on voudrait que tout le monde bénéficie de nos enseignements, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt humblement.
Pas tout le monde qui est prêt à faire les sacrifices que vous faites. Pas tout le monde qui est prêt à faire le yoga que tu fais tous les jours, Maud. Toi, Émilie, je ne sais pas si tu es une professeure de New Guinea, là, mais je sais pas. Entraînement, Émilie. C'est quoi tu fais, Émilie, toi? Je suis coach pour les entraînements à la maison. Donc, je donne des cours de OK. groupe, les gens s'entraînent avec une plateforme web. Donc, moi, c'est l'entraînement qui est au quotidien. OK. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, là. Tu comprends? Effectivement. Les gens veulent beaucoup de choses, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Tu sais, pour notre privilège aussi, dans le monde du club immobilier, de rencontrer des hommes et des femmes, comme on a eu à ma fête, tu étais présente, Maud. Il y avait une personne qui était là, Sabrina Mongeon, qui a eu un accident à l'âge de 18 ans. Elle s'est fait amputer les 2 bras, les 2 jambes. Puis elle était là, là. Elle est dans l'immobilier, là. Elle, à tous les jours, elle relève son défi, là. Alors, moi, même mon fils, Tom, disait: Papa, j'ai pas d'excuse, moi, là. J'ai pas d'excuse. Il y avait Régis Loutier qui était là, qu'on connaît depuis quand même presque 20 ans. Régis, sa dialyse, qui est en affaires, des hommes et des femmes qui ont des défis quotidiens à relever, qui gardent la tête haute. Alors, c'est pour ça que moi, je me dis, je n'ai pas de problème, dans le fond. Je n'ai pas d'excuses. Tant que je suis sain d'esprit, de corps, quand je vais continuer à inspirer les gens qui veulent être inspirés, ceux qui ne veulent pas, c'est correct. Et c'est curieux, parce qu'on a toujours, en tant que coach, cette sensation binaire de dire, est-ce que je le fais pour de l'argent ou est-ce que je le fais pour rendre service? Et si dans le fond de ton cœur, tu le fais vraiment pour rendre service, pour le bien de l'univers, je me répète, le bien de la terre, puis le bien de tout ce que t'aimes, l'argent va être là. L'argent va être là. Moi, à chaque fois, j'ai eu peur de perdre de l'argent. À chaque fois, je l'ai trop perdu. Je l'ai toujours perdu. Dans ma carrière, tu sais, je l'ai toujours perdu. Alors, parce que souvent, on fonctionne en fonction du manque. On veut telle affaire parce qu'on est en fonction de manque. Ce qui m'a été long à comprendre, tu m'arrêteras, Maud, hein? Tu me diras quand ça sera assez, là. C'est que ce qui était long pour moi à comprendre, c'est que tu ne peux pas devenir ce que tu veux devenir. Tu deviens ce que tu es intérieurement maintenant. La semence d'un chêne ne peut pas devenir un rosier parce que dans la semence, c'est un chêne. La semence d'une tomate ne peut pas devenir un cocombe parce que dans la semence de la tomate, il y a une tomate. Alors, tu ne peux pas devenir riche si dans le fond de ton cœur, tu n'es pas riche. Ça, c'était long avant que je comprenne. C'est difficile de t'arrêter, Ray, parce que c'est tellement, tellement bon. Puis, je vais peut-être t'en poser une question parce qu'on voit tes paroles, on t'écoute. Justement, l'auto-sabotage, je t'ai entendu souvent en parler. Moi, j'ai la chance de t'avoir écouté différentes fois, puis les références que tu donnes, je les ai toutes lues, je les adore. Puis, Émilie, qui me connaît, probablement reconnaît des choses qu'on a comme discussion à travers ça. Puis, j'aimerais ça, justement, là, tu dis, la personne, elle devient ce qu'elle est déjà intérieurement plutôt que de devenir une autre version. C'est elle qu'elle va grandir, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer l'auto-sabotage tel que tantôt, quand tu parlais, quelqu'un qui a un succès, puis du jour au lendemain, il perd tout? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça. Ben, moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est est-ce que je suis un thermostat ou est-ce que je suis un thermomètre? OK. Émilie, je vois que c'est ta belle-fille, là. Si je comprends bien. Oui, C'est une exact, autre grande Julien. richesse, hein? Vraiment. Dr. Bruce Lipton, qui possède un doctorat en biologie cellulaire, physicien quantique, a été un pionnier dans le clonage des cellules souches. Dit la chose suivante, vérifiable dans son livre La biologie des croyances. Tu es un homme et une femme à 100% formés à l'âge de 7 ans, mais formés par tes parents, formés par ton environnement. Tu parles français comme moi, québécois, parce que tes parents parlaient français comme moi, québécois. Par contre, j'ai un ami que, elle, la petite fille, elle parle français québécois, anglais, anglais, puis italien, italien, parce que papa est italien, grand-maman est italienne, l'autre grand-maman est anglophone, puis est élevée en français. Elle est trilingue parfaite à l'âge de 11 ans. OK? Alors, Bruce Lipton dit la chose suivante. Si ton thermomètre
si ton thermostat à succès est placé à 200 000 par année depuis que tu es au monde, ou à 100 000 par année depuis que tu es au monde, ou à 50 000 par année depuis que tu es au monde, puis tes parents t'ont toujours dit, regarde, les gens qui font beaucoup d'argent, c'est des fraudeurs, c'est des abuseurs, pour ne pas dire les termes pas chloriques que tout le monde utilise, là. Mais toi, quand tu arrives à 50 000 ou à 75 000 ou 100 000, inconsciemment, ton thermostat va te resetter, va tout faire pour te ramener là, comme un thermostat de maison. Alors, il faut qu'en pleine conscience, tu rééduques ton inconscient et tu lèves la température de ton thermostat. Alors, exemple, si par exemple ton père et ton environnement ont toujours fait, mettons, 50 000 par année, donc tu n'as pas été éduqué, toi, à faire 100 000 par année. Puis si tu veux faire 100 000 par année, il faut que tu te places dans une situation mentale à savoir, OK, là, je travaille pour faire 100 000 par année. Comment est-ce que je vais le gérer? Comment est-ce que je vais le gérer? Et c'est là que tu réussis à briser ce plafond de verre de 50 000 à 100 000. Tu es élevé, par exemple, dans une famille de professionnels où le père fait 200 000 par année, où la mère fait 200 000 par année, fait qu'à deux, ils font 400 000. OK? Puis toi, là, c'est comme si tu n'as pas de misère à faire 200 000, mettons. Mais à faire 400 000, par exemple, là tu vas briser ton plafond de verre. Alors, je vais revenir, le meilleur exemple que je peux te donner. Mon chum qui voulait gagner à la loterie. Il prenait des billets toutes les semaines, il gagnait pas. Une bonne journée à gagner 2 millions. Mais il n'était pas prêt. Pas parce qu'il ne sait pas compter, c'est un homme très généreux, très courageux, super, super correct. Mais il s'est mis à vivre en millionnaire parce qu'il avait gagné 2 millions. 3 ans plus tard, il est en faillite. Alors, c'est-à-dire que si moi, je gagne 2 millions à la loterie, puis j'aurais probablement fait comme lui à son âge, là. Si je gagne 2 millions à la loterie, est-ce que je suis prêt à le gérer émotivement? C'est-à-dire dire non à ma fille qui me demande 100 000. Dire non à mon fils qui me demande 100 000. Dire non à mon comptable qui me dit tu devrais investir à la bourse. Dire non à mon comptable qui me dit tu devrais investir dans l'immobilier quand je n'ai aucune connaissance et aucune compétence. Alors, est-ce que je suis prêt à vivre ce que je demande? Les vieux maîtres, les vieux guides, on va dire guides plutôt que maîtres, disaient si tu demandes à l'univers de te donner de la pluie, est-ce que tu as des chaudières pour récolter la pluie qui s'en vient? Est-ce que tu as creusé tes puits où la pluie va se disperser, puis tu vas juste mettre tes mains comme ça, puis l'eau va passer entre tes doigts? Et c'est d'une simplicité tellement de base qu'on oublie d'y penser. Alors oui, je veux faire 500 000 par année. Parfait, je vais le gérer comment? Les vieux sages disent, si tu aimes ton enfant, montre-lui comment pêcher, donne-lui pas seulement un poisson pour manger. Alors oui, tu peux le nourrir le temps que tu lui montes à pêcher, mais s'il ne veut pas pêcher, lui, un jour tu vas mourir, il va crever de faim. Mais les enseignements que tu vas y avoir donnés vont rester pareils. Alors, il y a beaucoup de parents très riches financièrement qui ont corrompu avec amour et inconsciemment leurs enfants en leur donnant tout ce qu'eux autres n'ont pas eu, dont moi le premier. Dont moi le premier. Tu sais. Alors, c'est ça l'autosabotage. C'est inconscient. C'est 95 de notre comportement inconscient. Alors, on va inconsciemment prendre des décisions où on va investir dans un commerce où on n'a aucune compétence. On va investir dans un commerce qui va péricliter. En 1982, les intérêts ont passé de 7 à 24 Les gens ramenaient leurs clés à la banque, la clé de leur maison. Ce n'était pas prévu dans le programme. Alors, c'est ça pour moi l'autosabotage. L'autosabotage, c'est que je veux beaucoup de choses. Mais je vais le gérer. Je vais te donner un exemple vraiment physique.
J'ai des amis dans le club immobilier qui ont des Ferrari. OK? Bon. Tu ne conduis pas une Ferrari comme tu conduis une Chevrolet. Donc, pour être en sécurité quand tu conduis une Ferrari ou une Porsche, il faut suivre un cours. Il faut suivre un cours comment conduire une Ferrari. Sans ça, tu vas te tuer. Ou tu vas tuer quelqu'un, ou tu vas te blesser, ou tu vas blesser quelqu'un. Alors, selon la puissance que tu veux acquérir, tu dois te préparer à la gérer et à la contrôler. Ah, c'est ça l'autosabotage. Je veux avoir 150 logements, je vais le gérer comment? Je veux un enfant. Oui, mais est-ce que tu es conscient de l'engagement que ça demande? Ah, je veux une femme, je veux un homme. Es-tu conscient c'est quoi une femme? Es-tu conscient c'est quoi un homme? Fait que je veux un enfant, oui. Es-tu conscient que ta femme, elle va changer, puis ton homme aussi, puis ton enfant va prendre du temps en tabarnouche quand tu fais ses dents, puis il y a des coliques, puis il dort pas la nuit, puis il faut qu'il soit nourri au sein, puis tu comprends? Es-tu conscient de ça? La majorité des gens veulent des choses, moi le premier, là, dont je n'étais pas conscient de la responsabilité que ça demandait. Fait que là, quand ça arrive, tu dis: «Ah tabarnouche, je suis pas conscient de ça. Je m'attendais pas à ça, d'avoir un enfant, 2 enfants. Hey, j'étais pas conscient que d'avoir 3 enfants, ça coûtait de l'argent, tabarnouche, l'école, le ci, le ça, le ci, le ça». Moi, je suis multimillionnaire. Pourquoi? Parce que si je regarde tout l'argent que j'ai investi dans l'éducation de mes enfants, c'est des millions. Vous comprenez? C'est correct aussi, c'est ça évolue. Quand ma fille a un petit peu, j'étais à l'université, ça me prend 3000, let's go, ma fille. Voilà. Je suis d'accord. Mais le gars qui n'a pas d'enfant, lui, ça, 3000 là, il va mettre ça sur un char, il va mettre ça sur une maison, il va mettre ça sur un voyage, il va mettre ça sur des vêtements, puis c'est correct aussi. Alors, mon choix doit, euh, doit être préparé par la responsabilité que ça va demander. C'est ça l'autosabotage. Tu sais, je veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, mais j'ai 50 ans. T'es trop vieux, trop tard. Puis je veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, mais je ne veux pas m'entraîner le matin. Je ne veux pas me lever le matin pour aller m'entraîner. Mais regarde, oublie ça, reste à jouer au hockey en regardant TV. C'est l'engagement, la responsabilité de ton désir qui fait la différence. C'est ça l'autosabotage. Alors, ça demande, comme en yoga, une discipline militaire quotidienne. On va l'appeler l'hygiène, si tu veux. Et c'est pour ça qu'au niveau de la physique quantique, si on prend les enseignements d'Abraham, ou on prend, je pense que ce qui est plus terre à terre, c'est l'esprit millionnaire de T.R. Becker, qui lui t'amène dans l'apprivoisement d'une nouvelle conception de la richesse. Alors, c'est l'apprivoisement, c'est l'hygiène. Je veux beaucoup de choses, mais est-ce que je suis prêt à l'avoir? Ouais. C'est tellement Est-ce que intéressant. alors, Excuse-moi, c'est ça, comme je dis, on veut pas t'arrêter, c'est tellement intéressant. On voit c'est que correct, arrêtez-moi, là. non, 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 je te dis, moi, je vois encore tes paroles comme si c'était la première fois que je t'entendais. Puis ce qu'on remarque, c'est à quel point tu es passionné quand tu parles. Puis tu n'as jamais pris de retraite et t'en prendras jamais, toi, Ray. Non, jamais. Jamais. Évidemment, tu changes des choses. Là, je ne donnerais plus 300-400 conférences par année, c'est sûr. Là, premièrement, je n'ai pas votre énergie à l'âge que j'ai là, même si j'en ai encore beaucoup. Là, mais je ne veux plus ça non plus. Parce qu'il y a quand même le phénomène d'avoir une qualité de vie aussi. Là, je relis mes anciens livres. Puis qu'est-ce que j'ai pas compris là-dedans? Je me dis, ah, ouais, ça, j'ai pas compris ça, ça, j'ai pas compris ça, ça, j'ai pas compris ça, là. Je lis des nouveaux livres. Là, j'ai eu un cadeau à ma fête, là, un des nouveaux livres là, de Robin Sharma, là, qui avait écrit Le moine qui a vendu sa Ferrari. Là. Je vais lire ça. Là, je suis dans Ray Dalio. Là. Alors, je me sens très, très privilégié d'avoir la capacité de partager mes recherches, mes expériences, les bonnes et les mauvaises. Tu sais, il n'y a pas d'expériences qui sont en 100% parfaites, hein, oublions ça. Là. Moi, le premier, là. Tu sais, ouais. Alors, pour moi, Si tu avais, l'autosabotage, c'est ça. C'est un entraînement à passer à une autre étape. et s'il y avait un D'ailleurs, truc, au niveau militaire, c'est la même chose. Hein? Tu as des militaires de différents degrés. Fait que passer à telle étape, il faut que tu passes tel examen. Tu sais.
faut que tu passes à l'examen. Tu ne peux pas être un coach en comprenant c'est quoi une vie de couple si tu n'as jamais vécu en couple, là, mettons. Tu ne Si je peux pas comprends bien, on comprendre c'est devrait quoi. prendre les conseils. Excuse-moi, Harry. Pardon? Si je comprends bien, on devrait prendre les conseils de gens qui ont déjà eu l'expérience qu'on veut avoir. Parce que, tu sais, si quelqu'un, exemple, qui n'a pas des meubles et qui me donne des conseils, je pense pas que c'est une bonne idée. Ça fait penser aux prêtres, hein, qui n'avaient jamais eu de femme ni d'enfant. Et si, ma question est, s'il y avait une chose à retenir que tu pourrais dire aux gens qui veulent foncer vers leur rêve, vers leur but, leur objectif, y a-t-il une chose, sûrement que ce ne sera pas seulement une, mais qu'est-ce qu'il y aurait à retenir? Les Orientaux disent plus tu vas prendre ton temps, plus ça va aller vite. Oh, j'aime ça. Ah. Parce Moi, ça qu'un me GPS, un GPS, on a des GPS maintenant sur nos autos, nos téléphones. Et le GPS, tu as ton point de départ, c'est bien important. Tu as la destination, oui. Il y a le chemin entre les deux. Et c'est vraiment d'apprécier le chemin, non pas juste la destination. Facile à dire, à faire ces deux. Il y a un petit livre qui est vraiment intellectuellement bousculant, que ça m'a pris 50 ans à comprendre, qui s'appelle La vie impersonnelle. Vous allez voir ça. La vie impersonnelle. C'est très, très intellectuellement bousculant. Parce que ce qui est bousculant, c'est que vous allez vous coucher ce soir et vous allez vous endormir, puis votre cœur va continuer à battre. Vos poumons vont continuer à respirer, vous allez continuer à digérer. Vous allez vous lever demain matin en disant waouh, je respire, je suis conscient de ça. Mais c'est quoi l'intelligence qui a fait que vous avez continué à vivre en dormant? C'est quoi cette intelligence-là? Quelle est la participation de cette intelligence-là dans votre vie? C'est-tu l'intelligence infinie? C'est-tu l'énergie cosmique? C'est quand même une énergie, c'est quand même une intelligence qui fait que ton cœur a un rythme cardiaque équilibré, tes poumons, la même chose, ton cerveau, et ainsi de suite. Et c'est vraiment de prendre. La vie impersonnelle, c'est vraiment de prendre conscience qu'il habite en toi une intelligence infinie, qui est en charge de tous les mouvements et de tous les rythmes inconscients de ton corps. On se regarde présentement, on ne s'imagine même pas tout ce que le cerveau et le corps fait pour être capable d'interagir ensemble. Prends ton temps, tu es riche. Prends ton temps, tu es jeune. Plus tu vas prendre ton temps, plus ça va aller vite. C'est le message des Orientaux dans le monde des arts martiaux et du yoga. Ouais. C'est drôle Merci. parce que ça fait longtemps que tu me dis cette phrase-là. Elle est écrite sur mon tableau et encore à tous les jours, elle me challenge moi-même à vouloir aller plus vite, à ralentir, aller plus vite, de trouver la bonne dose d'équilibrer les deux parce qu'il faut quand même avancer vers ses actions, vers ses rêves. Oh, Mais on reste en mouvement pareil. Ben, on exactement. reste en mouvement en prenant son temps. Exact. Tu restes en mouvement en prenant ton temps. Comme le joueur d'échecs, il reste en mouvement, mais avant de faire son geste, il prend son temps. Ben, il finit par bouger pareil. Ben, il a le temps de faire une stratégie, il a le temps d'analyser, il a le temps de voir. Il pense aussi à la conséquence du geste qu'il va faire. Ce que moi, je n'avais jamais appris. Go, 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 go. Oui, mais tu rentres dans un mur de béton, là, tu es blessé pendant des semaines et des mois, tu sais. Sans stratégie, sans, sans technique, sans plan. Ça prend un plan. Il faut laisser de la place aussi pour l'inattendu. Surtout si tu travailles avec un partenaire qui s'appelle l'intelligence infinie. Là, c'est un bon copilote à côté de toi qui dit garde, là, ralenti, là, la route elle tourne à 45, ralenti, là, sans ça, on va pogner le fossé. Là. Faut t'écouter ton copilote. Le copilote, c'est l'intelligence infinie qui t'inspire. Il dit ralenti, regarde là. Il y a 45 qui s'en vient. Ou la chaussée est plaçante, là, ralenti, là. Mais Puis tu peux si, pas avoir la pédale dans le fond tout le temps. Puis s'il y a un point commun de tous les gens que tu as vus qui ont du succès, que tu dis ça, c'est vraiment à faire ou à ne pas faire, peut-être une erreur commune ou un point commun attribué au succès, qu'est-ce que tu pourrais... Je vais te citer Réfléchissez, devenir riche, Napoleon Hill. Napoleon Hill, il a écrit un livre à 84 ans qui s'intitule Grow Rich with Peace of Mind. Et cela, Napoleon Hill, de tous les hommes et les femmes qu'il a rencontrés dans sa carrière, dont les plus grands comme
Einstein, Henry Ford, Thomas Edison. Il dit la plus grande de toutes les richesses confondues, c'est la paix d'esprit. C'est de devenir riche dans la paix d'esprit. Tu étais là à ma fête. Et les premiers qui m'ont accueilli, à part que ma femme, évidemment, ça a été mes petits-enfants qui ont couru vers moi à 6h15. 5 ans puis 3 ans. Wow! Tu peux pas acheter ça. Tu peux pas acheter ça. Et il n'y a pas d'argent pour ça. C'est cette richesse. Ah oui, Robin Sharma, il vient d'écrire un livre qui s'appelle Cette richesse que l'argent ne peut pas acheter. C'est de trouver la richesse là où l'argent n'a pas toujours son pesant d'or, si tu veux. T'sais. Alors, devenir en paix et rester en paix tout en devenant riche. Quand je dis riche, je parle financièrement aussi, là. Parce que la finance, c'est 20 là. On a besoin de ça. On vit dans un monde matérialiste, là. Puis la finance prend énormément ces temps-là de ramification et d'évolution. On est rendu dans la crypto-monnaie maintenant. On est rendu ce qui était illégal il y a 20 ans est rendu légal aujourd'hui, là. On est rendu où le gouvernement américain a accepté la crypto-monnaie le 10 janvier de cette année, là. Le Bitcoin peut se trader à la bourse maintenant. Je peux acheter des Bitcoins à la bourse. Alors, mais là, 5 ans, c'était illégal. Là, 10 ans, c'était illégal. Alors, c'est-à-dire qu'on est rendu dans une évolution planétaire, monétaire. Alors, est-ce que je suis prêt pour ça? Ça, c'est une autre histoire. Je suis curieux, je m'informe sur la crypto-monnaie, sur la finance parallèle qui est rendue légale par les Américains maintenant. Ouais. C'est tellement intéressant, Ray. Je vais te réécouter encore. Je me vois déjà aller marcher ou aller courir avec ce podcast-là dans mes oreilles parce que c'est des enseignements qu'on ne pourra jamais trop écouter. Il y a des références incroyables que tu nous as données, dont celle de Réfléchissez, devenez riche, qui t'a basé beaucoup de tes enseignements sur ce livre-là, qui peut déjà être, je reprends tes mots, intellectuellement bousculant, parce que c'est une philosophie qui est différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Puis, je te dis, moi, je suis en pleine gratitude, reconnaissance, autant que tu sois là aujourd'hui sur le podcast, mais que tu sois aussi dans ma vie, que je puisse te considérer comme un ami exceptionnel qui m'a amené tellement de prise de conscience à quel point qu'on est en plein pouvoir sur notre vie, qu'on peut changer à tout moment certaines choses, qu'on peut changer notre mindset, qu'on peut l'entretenir, comme tu as dit, comme se brosser les dents, en prendre soin avec hygiène. Donc, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Émilie, toi, c'est une découverte. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. J'ai des notes incroyables. J'ai du plan, j'ai tout. Je suis très heureuse. Je vais aussi mettre beaucoup de notes en le réécoutant. Je vais mettre des notes dans le podcast pour les gens qui vont nous écouter, qui vont peut-être avoir des suggestions de livres ou de gens à aller chercher sur Internet. Donc, merci. Je vais tout mettre ça en notes. Je suis très heureuse de cette fabuleuse rencontre aujourd'hui. Merci, c'est un privilège. Merci. Va voir dans ton livre Réfléchissez, devenez riche, le chapitre 4, là, où là-dedans, on parle d'autosuggestion, puis c'est ça qu'il dit là-dedans, Napoleon Hill, c'était long, je comprends. Avant de vouloir faire de l'argent, demande-toi la qualité de service que tu veux rendre avant de faire de l'argent. Et selon la qualité de service que tu veux rendre, tu vas faire l'argent proportionnel. Et c'était long, je comprends. Que je comprenne vraiment la nuance, là, tu sais, là. Parce que je suis prêt à rendre service, mais c'est rendre service en premier, l'argent vient après. Et tu changes le monde à ta façon, à chaque conférence, à chaque discussion, à chaque personne que tu rencontres. Il y a un moment tellement significatif à ton anniversaire où une personne a demandé qui ici peut dire que Ray a changé sa vie. Tout le monde a applaudi avec une énergie qui était tellement grande. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui n'étaient pas présents, mais envers qui tu as eu un impact aussi. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais souligner également, à quel point que tu changes des vies en venant semer des fois la petite graine lors du premier cours dans un coaching immobilier, que tu dis c'est une question de mindset quand on pense venir apprendre des connaissances techniques. Puis c'est ça dans tout, tu l'as nommé au niveau des athlètes, des entrepreneurs à succès, des gens qui ont un succès. Puis ce que j'ai aimé aussi dans tout ce que tu as dit, c'est que le succès, c'est pas juste financier, au contraire, c'est financier et surtout avec la famille, avec prendre soin de soi, prendre soin de son hygiène. Donc, c'est vraiment complet le succès. Moi, c'est ce que j'ai retenu encore une fois, parce que des fois, on focus sur un seul point puis on oublie qu'il y en a d'autres qui comptent encore plus. Ben oui. Ben, c'est un ensemble, hein? C'est ça. C'est comme un orchestre, là.
chaque instrument de musique fait sa partie. Ça prend un chef d'orchestre. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on peut lire les livres de Ray Vincent. On va mettre la biographie aussi avec les références. Il y a ton site web, il y a tes médias sociaux aussi actifs sur les médias sociaux. Donc, la preuve qu'il n'y a pas d'âge. Hein? Donc, on peut te suivre un peu partout à travers ça. Des événements qui s'en viennent, tu as nommé au mois de juin à Québec. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour toi, Ray? À Québec, à Montréal aussi, là. Mais on va parler d'autosabotage, on va parler de fixation d'objectifs, on va parler de plan. Ouais. Donc, à réécouter, réécouter, réécouter parce que c'est le chemin d'une vie. Puis, je suis certaine que ce qu'on entend aujourd'hui fait du sens à certains points et on le réécoute comme un bon livre, on le relit. Puis, à un autre moment, on recomprend des nouvelles choses aussi selon où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est vraiment du fond de mon cœur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, très honoré d'avoir été invité et à la prochaine.